Sur le plan social, quand vous regardez l'habitat, c'est toujours des maisons en paille dans la plupart des milieux ruraux, en dehors du centre de Ngandanjika, mais on trouve toujours quand même des maisons en paille. Mais tout cela, c'est dû à quoi? Tout cela est dû au fait que la population demeure encore très pauvre. Bilan de quelqu'un qui n'est pas député national ni provincial non plus, qui n'avait pas de charge politique ou administrative dans les territoires. On vous place à la tête des sondages dans les territoires de Ngandanjika, à tel point que vous écrasez ceux qui étaient là, élus, ou certains autres candidats. Toutes ces réalisations, vous les avez bien faites avant même que l'idée ne vous vienne en tête d'entrer en politique. Certains disent que vous avez l'amour de la patrie inné. Ont-ils raison d'affirmer ainsi ou ils exagèrent un peu? Je crois que l'éducation que nous avons reçue de nos parents, c'est quelque chose qui nous a aidé réellement à rester attachés à notre village, attachés à notre collectivité, à notre territoire, à notre pays. Au-delà du rideau, reçoit Dr Miteo Niembwe. Tout de suite, abonnez-vous sur le Clignotant TV. Immense joie de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro du magazine Au-delà du rideau qui parle du développement du territoire de Ngandanjika. Nous sommes dans la province de Lomami. Nous continuons cette série d'interviews avec le docteur Bruno Miteo Niembwe, chef de la maison civile du chef de l'État. Bonjour docteur. Bonjour. Merci une fois de plus pour votre disponibilité. Les gens apprécient bien vos interventions qui, au dire des uns et témoignages des autres, sont édifiantes, et si tous les candidats pouvaient vous emboîter le pas. Est-ce que vous en êtes fier que vous soyez félicité à travers toute la République pour vos interventions dans Au-delà du rideau? J'ai toujours dit que je suis un acteur de développement. Je suis un fils du village, je suis le fils de mon pays, et donc j'essaie de suivre de très près la manière dont le développement est vécu, est amorcé dans notre pays. Et donc je ne peux qu'être fier de quelques pas que j'ai pu réaliser, mais je souhaite très vivement que ce pas soit emboîté par les autres et que même une synergie soit créée avec beaucoup d'autres acteurs, parce que seul, on ne peut pas y arriver. C'est un motif de fierté réellement. Vous êtes un des Congolais qui maîtrisent bien leur territoire d'origine, à telle enseigne que la fois dernière, nous n'avons qu'abordé un secteur alors qu'il y en a plusieurs. Vous avez donné des chiffres, vous avez donné tous les détails, preuves tangibles que vous avez la maîtrise de votre territoire. Mais avant d'aborder l'essentiel de cette émission, je voudrais savoir pourquoi vous êtes surnommé bâtisseur. Eh bien, bâtisseur, c'est parce que il y a 17 ans, 18 ans pratiquement, que j'ai commencé les priorités exprimées par les populations de mon territoire par des questions essentiellement des constructions dans le cadre des infrastructures. Et c'est comme ça que, si vous me le permettez, dans ces secteurs d'infrastructures, nous avons pu construire un hôpital de 120 lits avec tous les services possibles, pédiatrie, médecine interne, etc., laboratoire. Et les gens ont vu que l'hôpital existe et c'est quelque chose qui dessert réellement la population. En dehors de cela, nous avons beaucoup aidé les confessions religieuses à pouvoir bâtir certaines leurs églises. Je citerai l'exemple de l'église de Bakwamulumba, la cure également, mais aussi certaines églises de réveil qui ont bénéficié des tôles pour pouvoir bâtir un endroit où ils peuvent prier, se recueillir. Vous savez tous, nous ne sommes pas un peuple athée, nous sommes de croyants
Et nous avons foi en Dieu. Mais au-delà de cela, toujours dans le cadre des infrastructures, les populations ont demandé si nous ne pouvions pas nous occuper de la construction d'un certain nombre de ponts. Je peux en citer 8 ponts réalisés jusqu'à présent. Dans les territoires d'Ngandanjika. Dans les territoires d'Ngandanjika, essentiellement pour relier différentes communautés. Notez, entre les secteurs de Chiamba et la chefferie de Bakwamulumba, essentiellement au niveau de Kamachi et Nsona, nous avons pu, sous la rivière Lunkonko, jeter un pont de près de 15 mètres. En amont de la même rivière Lunkonko, Kamachi et Ngambwa et Nsona, il y a encore un autre pont de 8 mètres entre la chefferie de Bakwamulumba, précisément le groupement de Bakwangambwa, et le secteur de Chiamba, en Sona. Encore plus loin, dans les mêmes rayons, vous savez, les gens, quand ils vont aller au marché, des fois ils traversent des ruisseaux quand il pleut, il y a des accidents qui arrivent, des enfants qui sont noyés, des serpents qui mordent les gens, mais aussi la communication est difficile, il faut attendre que la pluie cesse, que la rivière, l'inondation baisse, et tout cela a beaucoup aidé. Donc je note dans ce cadre-là, ne fût-ce qu'entre le secteur de Chiamba et la chefferie de Bakwamulumba, 5 ponts. Du côté de Baluba Shankadi et du côté de Chiamba également, nous avons fait aussi un pont entre Kafumbu et Nsona. Ça, c'est au sein du même secteur de Chiamba. Et il y a 2 autres ponts qui sont en cours de confection du côté de Baluba Shankadi. Donc là, ce sont des infrastructures qui sont de nature sociale et qui relient les populations. Je dois aussi signaler, pour ce qui est des villages qui sont reliés par des routes de dessert agricole. Je totalise jusqu'à présent 74 km de routes où les populations viennent, reçoivent le matériel de notre part et s'engagent à faire le cantonnage manuel. Je crois que c'est de ce côté-là, c'est pour ça qu'on m'appelle les bâtisseurs. Un titre bien mérité, docteur. Et bien mérité, je crois, et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser les travaux d'érection de la permanence de l'UDPS pour la fédération de l'Omami 2 et UDPS Tshisekedi, un bâtiment digne de son nom, à la hauteur du grand parti qui aujourd'hui est au pouvoir. Et je crois que cela, nous le faisons avec les populations, avec de nos propres fonds. Je crois que cela mérite d'être souligné. C'est depuis que le monde est monde, depuis que l'UDPS est UDPS, que cette fédération a une permanence. Bon, en tout cas pour la fédération de l'Omami 2, il n'y avait pas de permanence. Il y avait effectivement un terrain qui avait déjà été acheté, mais il fallait ériger une permanence digne de son nom, et ça a été fait. Mais nous apprenons, il faut quand même louer les efforts. Au niveau du territoire de Chilenge, il y a aussi un digne fils, Guy Mwadianvita, qui a érigé une permanence. On peut dire que ce sont des efforts qui sont effectués par certains fils ici et là, mais ça vaut la peine d'être encouragé. Que je sache, la plupart des permanences n'ont pas encore de bâtisse. La plupart sont des locataires. Mais les efforts sont effectués dans le sens de doter toutes ces fédérations des permanences. Infrastructure, parlons-en, docteur. En dehors de ponts jetés, en dehors des églises construites, en dehors de la permanence, la liste est exhaustive? La liste, elle est effectivement exhaustive parce que non seulement que nous avons travaillé avec nos propres moyens, mais nous sommes en train également de faire des plaidoyers pour que l'État congolais puisse appuyer certaines initiatives prioritaires locales. Il y a la chefferie de Benakalambaye et la chefferie de Bakwamulumba sont séparées par la rivière Tidouila en amont qu'on appelle l'Ubilangi. Eh bien, nous avons fait notre plaidoyer auprès de la direction générale de l'office de route à Kinshasa
Et finalement, le gouvernement a pu signer pour une enveloppe de 113 000 $, la construction d'un bac qui va aider les populations à traverser et donc relier deux grandes communautés, de Bakwa Mulumba et de Bena Kalambai. Et ça, ce sont des efforts qui sont concluants. Nous sommes en train également de faire des efforts, de plaidoyer pour que le Fonds de promotion de l'industrie FPI puisse débloquer des fonds pour jeter un pont du côté qui relie les Balouba Chankadi du secteur rural, si vous voulez, d'Ngandanjika. Et là aussi, les démarches sont en cours et on espère qu'on va avoir ce financement pour le pont. Il y a également, il faut le dire, dans les secteurs énergétiques, des démarches qui sont en cours pour le barrage des chutes des Kafumbu, dans les secteurs de Chiamba. Une chute qui peut alimenter autant de territoires. Une chute qui peut alimenter autant de territoires, mais j'aime dire que ceux qui sont prêts à pouvoir mettre leur argent là-dedans, dans le cadre de partenariat public-privé, s'inquiète un petit peu parce que le courant qui va être produit ne sera pas suffisamment consommé pour que les investisseurs rentrent dans leurs frais à moins de 5 ans. Et donc, il faudrait plutôt que dans les territoires, qu'on encourage les opérateurs économiques à venir investir de manière à consommer l'énergie. Si les études qui sont faites continue à démontrer que la consommation va être faible, eh bien, les investisseurs ne pourront malheureusement pas mettre leurs moyens là-dedans. Mais je souligne aussi que c'est un site touristique. Et donc, les fils et les filles d'Ngandanjika peuvent également se lancer dans le tourisme. Pourquoi pas? La jeunesse, le cadet de vos soucis, est-ce que vous avez pensé à... La jeunesse n'est pas du tout le cadet de mon souci. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse constitue la majorité de la population. Je dois vous dire que dans mon territoire d'Ngandanjika, l'âge moyen tourne autour de 25 ans. Et la plupart des gens, malheureusement, meurent autour de 55 ans. Bon, ils disent qu'ils sont déjà vieux. Ce sont les conditions de vie qu'il faut essayer d'améliorer sur le plan sanitaire, hygiénique, etc. Eh bien, la jeunesse, c'est une préoccupation. Une préoccupation, d'abord sur le plan de l'éducation, sur le plan de la formation. C'est assez préoccupant. Alors, ce que nous avons pu faire, nous autres, c'est de pouvoir créer des antennes dans les 94 groupements du territoire d'Ngandanjika. Nous avons créé des antennes que nous allons appeler demain les antennes de développement. Aujourd'hui, on les appelle les amis des docteurs Bruno, c'est parce que je suis l'initiateur, mais en réalité, ce sont des antennes de développement, porter les développements. Et ces antennes sont constituées essentiellement des jeunes. Alors, quel a été le ferment pour le rapprochement? Nous avons pu distribuer à travers toutes les écoles secondaires, je dis bien toutes les écoles secondaires, des ballons. Nous en avons acheté autour de 850. Et dans chaque école secondaire, où vous trouvez à Kalambaï autour de 59 écoles secondaires, à Ngandanjika secteur autour de 25 écoles, Ngandanjika centre autour d'une centaine d'écoles, Mulumba autour de 62 écoles, etc. Eh bien, toutes ces écoles ont reçu des ballons. C'est déjà un outil qui permet de réunir les jeunes. Et autour de football, eh bien, nous faisons passer un message. Le message qui concerne essentiellement l'avenir du pays, conscientiser les jeunes sur leurs responsabilités au sein de la société, au sein de leur famille. Il y a également, il faut le dire, des jeunes qu'on trouve dans des associations. Oui. Des associations qui sont différentes. Et là, nous essayons aussi de les approcher. Et la première approche consiste essentiellement à leur donner des ballons et ils peuvent jouer. Et puis alors, on va
on dialogue. Il y a des ententes sportives, des cercles sportifs au niveau du territoire d'Ngandanjika. Eh bien, nous nous approchons également de ces centres pour demander aux jeunes de faire des sports qui sont sains, des sports qui puissent contribuer au développement mental, physique, intellectuel, pourquoi pas. Et aussi, nous encourageons, ci et là, dans le cadre de la nouvelle technologie de l'information, l'installation non seulement des bibliothèques virtuelles, mais aussi des bibliothèques avec des livres en dur pour permettre aux jeunes d'être en contact avec le monde et de développer leur culture. Que peuvent-ils faire ces jeunes? Comment pourront-ils étudier s'ils sont affamés? Avez-vous pensé à l'agriculture? L'agriculture, c'est un des secteurs qui fait la fierté et qui faisait jusque-là la fierté du territoire d'Ngandanjika. Ngandanjika, c'est la zone pourvoyeuse de denrées alimentaires. Ngandanjika, l'agriculture, comme vous le savez, occupe plus de la moitié de la population parce qu'il n'y a pas d'autre métier. Oui. Si ce n'est que l'agriculture, il y a aussi un peu d'élevage, la chasse et le petit commerce, mais ce qu'il y a sur le plan de la base, au niveau du territoire, c'est l'agriculture. Et cette agriculture, depuis l'époque coloniale, est appuyée par une institution nationale de recherche agronomique dont il faut redynamiser. Et il faut reconnaître que pour le moment, les choses tournent au point mort bas. Et il faut que l'État congolais y mette des moyens. Nous avons appris qu'il y a des projets. Et le gouvernement congolais, je l'ai dit autrefois, et je continuerai également à le dire, est appuyé par la Banque africaine de développement pour la création d'un centre agro-pastoral, agro-industriel, je voulais dire, au niveau du territoire d'Ngandanjika, du côté de Baluba-Chankadi, sur la route d'Empata, pour ceux qui connaissent le territoire d'Ngandanjika. Eh bien, ce centre va pouvoir créer près de 3000 emplois, ça c'est déjà bien, et ce centre agro-industriel va booster l'agriculture, mais aussi ce centre va faire en sorte que les grandes zones agricoles puissent bénéficier de la mécanisation, mais aussi des semences. Je dois dire que en tant qu'acteurs de développement, nous nous sommes beaucoup intéressés à la ferme sémencière de Mpoyi. Mpoyi est situé à une trentaine de kilomètres du centre d'Ngandanjika, dans la direction, comme si vous alliez vers le Cap Tchoji, vous dépassez le centre d'aviculture piscicole de Tchoji, et vous allez jusqu'à Mpoyi. Eh bien, il y a près de 2000 hectares. 2000 hectares essentiellement pour la fourniture et pour la culture de la sémence. Et cette sémence, maïs, haricots niébé, manioc, était utilisée pour rafraîchir, n'est-ce pas, éviter la dégénérescence des cultures et donner de la vigueur, n'est-ce pas, pour que les récoltes soient abondantes et soient bonnes. Et nous essayons de voir comment il faut revitaliser cela. Nous sommes en contact avec les paysans multiplicateurs. Et donc, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à insister. Ngandanjika doit continuer à jouer son rôle d'agriculteur. C'est la zone pourvoyeuse de nourriture, c'est la zone à vocation strictement agricole et tout s'y prête. Il y a la population qui est jeune, il y a des étendues énormes, le territoire compte 5761 km², et il y a des étendues vastes de champs qui sont là vierges, la terre est fertile et donc tout est réuni pour que cette vocation se restaure et se pérennise. Vous maîtrisez tous les domaines, docteur Bruno, et les social, qu'en dites-vous? Eh bien, il faut dire que le social, c'est un des secteurs aussi, parmi les secteurs prioritaires, secteur très important. Il faut souligner là-dedans que
lorsque vous arrivez en Ngandangika dans les territoires, vous voyez malheureusement la misère. C'est la misère qui vous frappe aux yeux. Elle est lisible sur toutes les... Elle est tout à fait lisible. Vous voyez les enfants, en majorité, se promènent pieds nus. Vous voyez les mamans qui autrefois s'habillaient en pagne, 2-3 pagnes. Aujourd'hui, parce que ça coûte cher, eh bien, la plupart sont en robe parce que cela est abordable. Sur le plan social, quand vous regardez l'habitat, c'est toujours des maisons en paille dans la plupart des milieux ruraux, en dehors de centres de Ngandangika, mais on trouve toujours quand même des maisons en paille. Mais tout cela, c'est dû à quoi? Tout cela est dû au fait que la population demeure encore très pauvre. Le seuil de pauvreté est très fort, au point que, eh bien, toutes les questions sociales, l'eau, la nourriture, l'habitat, deviennent pratiquement inaccessibles pour le commun des mortels. Et c'est là que nous devons beaucoup travailler. Et c'est là que nous devons mettre un grand accent pour que la population de Ngandangika, dans son entièreté, ces 2 chefferies et ces 3 secteurs, eh bien, sentent qu'il faut pouvoir décoller, parce que si on ne décolle pas, eh bien, c'est une régression totale. Docteur, vous maîtrisez bien ces domaines à telle enseigne qu'on parle d'un bilan du docteur Bruno. Bilan, mais de quelqu'un qui n'est pas député national ni provincial non plus, qui n'avait pas de charge politique ou administrative dans les territoires. On vous place à la tête des sondages dans les territoires de Ngandangika, à tel point que vous écrasez ceux qui étaient là, élus, ou certains autres candidats. Toutes ces réalisations, vous les avez bien faites avant même que l'idée ne vous vienne en tête d'entrer en politique. Certains disent que vous avez l'amour de la patrie inné. Ont-ils raison d'affirmer ainsi ou ils exagèrent un peu? Je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que l'éducation que nous avons reçue de nos parents, c'est quelque chose qui nous a aidé réellement à rester attachés à notre village, attachés à notre collectivité, à notre territoire, à notre pays. Partout où moi je me déplace, j'évoque avec beaucoup de fierté mon territoire d'origine. Vous en êtes fier? J'en suis tout à fait fier. Je ne suis vraiment pas découragé. Je me dis qu'il faut absolument apporter ma pierre de construction au développement de mon territoire. Déjà, à l'école secondaire, moi j'ai fini l'école secondaire en 1974, eh bien, à partir de ce moment-là, je venais presque chaque année, notez bien, presque chaque année, depuis 1974, j'ai rentré dans mon territoire, j'ai rentré dans mon village pour contribuer de ma manière au développement. Dans nos familles, nous allions au champ pour cultiver, à la houe. Nous allions récolter le manioc pour aider les parents à éplucher, à mettre le manioc, à les rouir et à les vendre au marché. Et ça, c'est une éducation qui a fait que nous soyons réellement attachés à notre patelin, à notre milieu. Et ça, c'est ce que nous essayons de faire pour que l'amour réellement du parti, l'amour de notre territoire, de notre village, soit transmis aussi à nos enfants et pourquoi pas aux différentes générations. Chaque pays au monde ne peut pas se développer si les habitants, les citoyens n'aiment pas ces pays. Et ce qu'il y a en réalité qu'il faut retenir, c'est de pouvoir inviter tout le monde à aimer son village. J'étais en train de me demander si un jour, prenons au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, eh bien, on demandait à chaque député, il y en a 500 au total, député national, on demande à chaque sénateur, ils sont une centaine, eh bien, chacun dans son village,
il va faire un champ, ne fût-ce que de 50 hectares. Vous prenez 50 hectares, vous multipliez par 500 personnes au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis, si on dit à chacun de pouvoir, ne fût-ce que élever une cinquantaine de têtes de gros bétail, ou des ruminants, ou des chèvres, ou des moutons, ou des vaches, eh bien, si on demande aussi à ces politiciens qui ont reçu le mandat du peuple, de manière générale, pour parler au nom du peuple, à montrer l'exemple eux-mêmes dans leur village, en construisant dans leur village. Je ne me vante pas, mais j'ai construit une très belle maison dans mon village, dans la chefferie de Bakwa-Mulumba. J'ai un Gandanjika, j'ai une maison, une belle maison en Bujimaï. C'est parce que chaque année, j'y arrive au moins 2-3 fois. Je viens parce que je ne peux pas venir aller dormir dans une maison en paille. Donc, alors, si cela pouvait arriver dans la tête de tous les politiciens, tous les hommes de science, tous les gens qui aiment leur village, je crois que cet exemple que nous voyons dans certains pays de l'ouest de l'Afrique, hein, les gens, en week-end, ils quittent le centre, leur milieu, les villes, et ils vont dans leur village, ils vont en campagne, ils vont rester là-bas 3-4 jours, eh bien c'est parce qu'ils ont pu aménager cela. Comment faire en sorte que cette culture entre dans les têtes de nos populations? Je crois qu'il faut un leadership fort. Et c'est ce leadership qui doit pouvoir commencer dans le village, dans les territoires. Et je peux dire que je me réclame parmi les leaders de mon territoire. Bruno Miteo, si vous avez aujourd'hui beaucoup de visiteurs qui viennent en Gandanjika, où vont-ils passer nuit? Il n'y a plus d'hôtel. Ne sentez-vous pas un petit pincement au cœur et un goût d'inachevé? Non, je crois qu'il y a quand même un petit effort du côté hôtellerie. Il y a un petit effort du côté de l'hôtellerie, mais aussi même du côté des médias, n'est-ce pas, par rapport à la communication. Si vous arrivez au centre-ville d'Ngandanjika, le centre d'Ngandanjika du territoire, le chef-lieu, je ne voudrais pas faire la publicité de personne ici, mais nous avons la capacité, je ne peux pas me tromper, de loger jusqu'à 250 personnes bien réparties dans les hôtels et les guest houses qui sont situés en Gandanjika. Dans mon village de Bakwa-Mulumba, où l'hôpital est construit, nous avons un guest house, n'est-ce pas, que nous avons construit nous-mêmes avec une capacité de 25 lits. Et là-dedans, il y a des panneaux solaires. Et là-dedans, il y a l'eau qui coule. La même chose aussi en Gandanjika. Et la communication, nous avons fait des efforts pour que les antennes soient placées, ci et là. Et donc, vous pouvez envoyer vos emails. Vous pouvez, de Gandanjika, appeler le monde entier, envoyer vos messages. Et je crois qu'il faut tout simplement, à mon avis, accentuer et consolider cela avec l'arrangement de routes. Et comme vous le savez, j'aime également le dire, le chef de l'État a obtenu de la Banque africaine de développement un financement qui va permettre l'asphaltage de la route Mbujima-Ngandanjika. Et cela va, bien entendu, augmenter le tourisme et cela va booster les gens, les acteurs, les opérateurs économiques d'Ngandanjika de construire davantage des hôtels et les gens auront la possibilité, l'opportunité d'aller visiter les merveilles de la zone verte, celle d'Ngandanjika. Beaucoup de réalisations, vous avez beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives, il y a même un plan stratégique pour le développement de Ngandanjika. La population de ce territoire vert estime que être député national, vous n'aurez pas toute la possibilité de pouvoir matérialiser vos initiatives. Ils veulent, les habitants donc, vous voir gouverneur de la province. Votre réaction? Bien, il faut dire que ça c'est purement politique. On sait ce qu'il faut faire pour devenir gouverneur de province. Là n'est pas le problème. Mais il faut aussi savoir que
Ngandanjika, c'est un territoire parmi 145 autres territoires ruraux. Et il faut voir aussi la politique et la vision globale du chef de l'État. Mais si la population réellement me demande d'être à la tête de la province et que cela s'insère dans le cadre de la gouvernance et de la politique générale et de la vision du chef de l'État, je crois que nous sommes là pour nous incliner. Nous avons, dans notre vie, commencé la vie professionnelle par des endroits où, je me rappelle bien, on tuait par jour 2 serpents et demi en moyenne. Et donc, nous n'avons pas peur d'être pionniers, d'être leaders dans un milieu où la population a besoin de nous. Et en définitive, nous sommes au service des populations. Vous en mûrissez des ambitions? Moi, j'ai plutôt l'ambition d'être au service de mon peuple, au service de la population. Que voulez-vous, je vous dis que chaque année, j'ai 2-3 fois, je me déplace pour aller dans mon territoire. Mais quelle est l'ambition? L'ambition que j'ai, c'est d'être serviteur, c'est d'être à l'écoute de mon peuple, c'est de dire, voilà, par rapport à ceci, vous êtes capable de le faire, par rapport à cela, je vais faire un plaidoyer. Donc, je ne parlerai pas plutôt en termes d'ambition, mais je parlerai en termes d'amour pour mon peuple. Et je voudrais garder effectivement cette proximité avec ces peuples et rester solidaire et faire en sorte que le peuple puisse arriver progressivement à se prendre en charge. Vous m'avez posé une question ici sur le plan social. Vous savez, il y a des catégories sociales qui sont très vulnérables. Il y a par exemple dans les territoires d'Ngandanjika un bon nombre d'albinos. Et les albinos sont des êtres comme nous autres. Et vous savez les problèmes que les albinos posent. Dans Ngandanjika, il y a aussi un bon nombre de personnes qui portent l'handicap physique. Voilà une catégorie de personnes vulnérables. En Ngandanjika, il y a des femmes, il y a des vieillards qui ont besoin de services sociaux. De troisième âge. De troisième âge. Et là aussi, il faut pouvoir s'en occuper. Ne parlons pas des catastrophes qui arrivent parfois avec des incendies, des maisons et même des conflits entre les villages. Donc tout cela fait partie du social et on doit pouvoir y songer. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais avant de la clore complètement, un mot en une phrase à ce candidat qui viennent de loin pour postuler dans, je ne parle pas seulement du territoire de Ngandanjika, qui ont vécu ailleurs, qui n'avaient jamais été dans leur territoire d'origine, mais parce qu'il s'agit de la veille des élections, ils vont solliciter les voix de la population. Ils n'ont rien construit, ils ne maîtrisent même pas la cartographie de leur territoire. Je crois que là, je vais être très dur et très sec. Je crois que nous ne pouvons pas être là pour rouler le peuple. Nous ne pouvons pas nous servir de notre peuple comme tremplin pour accéder au pouvoir. Nous devons plutôt montrer notre amour pour ce peuple. Nous devons montrer que nous sommes à l'écoute de ce peuple. Nous devons montrer que nous avons non seulement l'expertise, mais la compétence d'aider ces peuples à pouvoir aller de l'avant. Et je suis désolé de dire que nos frères et sœurs qui n'ont jamais été dans les milieux de leur village, qui entendent parler et qui même à peine baragouinent leur langue maternelle, et s'amènent avec des discours, des promesses assez importantes. Et je crois que cela frise... Des promesses d'ivrogne. Ça frise malheureusement la malhonnêteté. Et je ne suis pas d'accord avec eux. Le message est passé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci de partager ces émissions qui parlent du développement de nos 145 territoires. Merci à vous, Dr Bruno, pour votre disponibilité. Merci grandement. Merci. Merci.